80% des meurtres sont commis par des personnes de l'entourage proche de la victime. Les criminalistes répètent ce chiffre comme un mantra. Mais lorsqu'il s'agit de familles aisées, à la réputation irréprochable, l'enquête peut durer des années, surtout si le criminel ne se cache pas quelque part dans l'ombre du monde criminel, mais s'assied à la même table que les victimes lors des dîners de famille. Il sourit, passe le sel, demande comment ça va. L'été 2021, Gary Spore, 70 ans, et sa femme Wendy Wood, 68 ans, jouissaient de la vie dans leur propre manoir sur les rives du lac Tahoe en Californie. Une propriété évaluée à 3,5 millions de dollars, 45 ans de vie commune derrière eux. Leurs 2 filles adultes, Adriane et Arin, avaient depuis longtemps fondé leur propre famille, mais le lien entre les générations restait fort. Les parents adoraient voir leurs petits-enfants. Chaque rencontre était un événement. La maison était toujours pleine de voix, de rires d'enfants et de l'odeur de pâtisseries fraîches. Le couple s'était rencontré à l'université. Depuis, ils ne s'étaient plus quittés. En plus d'élever leurs enfants, ils géraient une entreprise commune dans l'immobilier. Ils avaient beaucoup voyagé, en Europe, en Asie, dans les îles. Ils avaient vécu un certain temps à Hong Kong, observant comment la ville évoluait sous leurs yeux. En 2000, ils s'étaient installés en Californie. Wendy avait grandi non loin de là. Elle avait toujours rêvé d'une maison au bord du lac Tahoe. Le rêve s'était réalisé. Ils avaient vécu une 20aine d'années dans ce manoir. Le matin, un café sur la terrasse avec vue sur l'eau. Le soir, des promenades le long du rivage, des couchers de soleil sur les montagnes. Tout était à sa place. 5 juin 2021, un samedi ordinaire. La fille cadette, Erin, arrive chez Wendy avec ses 2 fils. Ils passent toute la journée ensemble. La grand-mère prépare les plats préférés de ses petits-enfants. Les garçons courent dans la maison, jouent au bord du lac. Le grand-père leur montre comment lancer correctement une canne à pêche. Vers 20h, plus précisément à 19h35, la visiteuse prend les enfants et s'en va. La voiture s'éloigne de la maison. La poussière retombe sur le gravier de l'allée. Le silence. Gary et Wendy restent seuls. Ils montent au 2e étage, allument la télévision, un rituel du soir habituel avant de dormir. Tous 2 sont fatigués de leur journée, mais c'est une fatigue agréable. La journée s'est bien passée. Ils ne se doutent pas que leur idylle conjugale sera bientôt détruite de fond en comble, que dans quelques minutes tout va changer, que quelqu'un se cache en bas depuis plusieurs heures, attend, écoute, chacun de leurs pas. Vers 20h30, les services d'urgence du 911 enregistrent un appel. L'opérateur décroche, entend des sons étranges. L'appelant ne peut pas parler. Dans le combiné, seulement des râles gargouillants, humides, intermittents, semblables à l'agonie d'une personne qui tente de respirer à travers le sang. L'opérateur se tend. Il avait entendu bien des choses au cours de ses années de service, mais ces sons étaient particuliers. Ils ne laissaient aucune possibilité d'interprétation. Le répartiteur envoie immédiatement une équipe de secouristes et un détachement de police à l'adresse. L'enregistrement de l'appel ne dure que quelques secondes, puis le silence. La ligne ne se coupe pas, juste le silence. Quelque part dans le combiné, on entend une légère respiration, puis elle aussi disparaît. Les policiers arrivent les premiers. La maison est éclairée. La porte d'entrée n'est pas verrouillée. Ils entrent prudemment, les mains sur leurs étuis. Le silence est oppressant, surnaturel. Au 2e étage, ils trouvent Gary. L'homme est étendu sur le canapé près de la cheminée. La télévision fonctionne toujours. Une émission quelconque. Les voix des présentateurs résonnent joyeusement, de manière inappropriée. Une blessure par balle à la tête. Du sang sur l'oreiller, sur le dossier du canapé.
Selon toute évidence, il a été pris par surprise. Il n'a même pas eu le temps de se retourner. À en juger par la position du corps, le tir a été effectué par derrière, soudainement. Ses mains sont détendues. La télécommande est posée à côté, sur le sol. Dans la salle de bain, il découvre Wendy. Elle est étendue sur le carrelage. 2 blessures par balle à la tête. Le sang s'est étalé en une tache sombre. Mais, contre toute attente, elle est encore en vie. Sa poitrine se soulève faiblement. Sa respiration est rauque, intermittente. C'est elle qui a composé le numéro d'urgence. Comment a-t-elle trouvé la force d'atteindre le téléphone? C'est incompréhensible. L'adrénaline, l'instinct de survie. Son état est critique. La femme ne parvient à prononcer que son nom, Wendy, avant de perdre connaissance. Elle est hospitalisée d'urgence. Les sirènes déchirent le silence nocturne du lac. Les voisins sortent sur leur porche, regardent. Les médecins ne donnent pas de pronostic optimiste. Les blessures sont trop graves. Pendant que les médecins luttent pour la vie de Wendy, les experts de la police scientifique examinent la maison. Ils photographient, mesurent, cherchent des indices. Ils trouvent 6 douilles, brillantes en laiton, éparpillées sur le sol du 2e étage, probablement de calibre 22. Plus tard, les experts confirment, le tir a été effectué avec un pistolet. Un petit calibre, mais suffisant pour un meurtre à bout portant. Les portes ne sont pas forcées, les fenêtres sont intactes, les serrures sont en bon état. Soit le tueur connaissait le couple et a été admis volontairement, soit il possédait sa propre clé. Ou, 3e option, il s'est introduit dans la maison plus tôt, dans la journée, quand la porte était ouverte. Aucune trace de lutte, rien n'a été volé. Portefeuille, bijoux, appareils électroniques, tout est en place. Ce n'est pas un cambriolage. Les enquêteurs commencent à ratisser les environs. Ils interrogent les voisins. Personne n'a rien entendu. Les tirs d'un pistolet de calibre 22 sont discrets, surtout dans une maison bien isolée. Heureusement, une piste cyclable populaire passe à proximité. Des caméras de surveillance y sont installées. Les autorités municipales les avaient placées il y a quelques années après une série de vols dans des voitures. 2021, le pic de la pandémie de Covid-19. Il n'y a pratiquement personne dans les rues. Tout le monde reste chez soi, craignant d'être infecté. Cela joue en faveur de l'enquête. Moins de monde, plus facile de repérer les figures suspectes. Les détectives récupèrent les enregistrements. Ils passent toute la journée, image par image. Et ils trouvent, sur l'enregistrement, une silhouette se déplaçant en direction de la maison du couple est clairement visible. Heure de l'enregistrement, 17h30. 3 heures avant l'appel au service d'urgence. Il fait encore jour. Le soleil commence à peine à décliner. L'identité de la personne est impossible à déterminer. Un sweat à capuche noire, relevé presque jusqu'à l'arête du nez. La partie inférieure du visage est dissimulée par un masque ou un bandana blanc. Les mains dans les poches, le regard baissé. Compte tenu de la pandémie, cela n'aurait pas pu éveiller les soupçons. Tout le monde portait des masques. Mais le comportement de cette silhouette trahit une certaine nervosité. L'inconnu marche sur la piste cyclable, regarde autour de lui, marche à nouveau, regarde à nouveau, brusquement, par-dessus son épaule. Ses mouvements sont tendus, contraints. Arrivé à hauteur de la propriété de Gary et Wendy, il s'immobilise quelques secondes. Reste immobile, comme s'il visait la maison du regard ou rassemblait son courage. Puis, il se met à courir. Il se baisse pour ne pas être vu des fenêtres et disparaît derrière la haie. La caméra le perd de vue. D'après les enregistrements,
Il s'est caché à l'intérieur de la maison pendant plusieurs heures. Il a attendu que Erin et les enfants soient partis, que les propriétaires soient montés à l'étage et se soient détendus. Immédiatement après l'appel au secours, à 20h35, la même silhouette s'enfuit de la maison. Elle se déplace rapidement, mais sans paniquer, disparaît dans le crépuscule. La direction est inconnue. La seule chose qu'il est possible d'établir avec certitude, c'est que c'est un homme. Sa corpulence, sa démarche le trahissent. L'un des détectives remarque un autre détail. Il traîne légèrement la jambe droite. À peine perceptible, mais caractéristique. Cette nuance jouera plus tard un rôle décisif. L'enquête tient une conférence de presse. Le détective s'avance vers les micros. Le visage fatigué, sérieux. Il tient en main des impressions d'images figées des caméras de surveillance. Les images sont montrées aux journalistes. Une silhouette en sweat à capuche est masquée. La qualité de l'image est correcte, mais la personne est méconnaissable. La capuche couvre la moitié du visage, le masque, l'autre moitié. Les enregistrements sont mis à la disposition du public. On espère que des témoins pourront identifier le suspect. Peut-être que quelqu'un a vu cette silhouette ailleurs, ou le reconnaîtra à sa démarche, ou à ses vêtements. Détail curieux, personne d'autre n'a été attaqué dans ce quartier. Pas de cambriolage, pas d'autres agressions, rien. Pendant tout l'été et l'automne, le silence. Cela suggère que la cible du criminel était précisément Gary et Wendy. L'agression semblait ciblée, planifiée. Le meurtrier savait où il allait. Il connaissait l'agencement de la maison. Il savait quand il y aurait des gens. Les détectives décident de fouiller le passé des victimes, de chercher des ennemis, des conflits, des dettes. Quelque chose qui expliquerait pourquoi quelqu'un aurait voulu leur mort. À ce moment-là, le couple vivait dans la maison au bord du lac depuis une vingtaine d'années. Les voisins les décrivaient comme des gens agréables, mais réservés. Ils se saluaient, parfois ils bavardaient du temps, rien de plus. Ils étaient partenaires commerciaux dans l'immobilier, avec succès. Ils achetaient des maisons, les rénovaient, les revendaient. Ils gagnaient bien leur vie. Ils aimaient voyager, Italie, France, Thaïlande. Des photos de leurs voyages étaient accrochées partout dans la maison. Ils ont vécu un certain temps à Hong Kong. C'était dans les années 90, quand le marché immobilier s'y développait rapidement. Ils ont surfé sur la vague. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Puis sont retournés aux États-Unis. En 2000, ils se sont installés en Californie. Wendy avait choisi l'endroit. Elle avait grandi non loin de là, dans une petite ville de banlieue. Elle avait toujours rêvé de vivre au lac Tahoe. Elle disait à ses amis « c'est le plus bel endroit sur Terre ». Son rêve était maintenant devenu réalité. Le couple était fortuné. Peut-être avait-il attiré l'attention d'envieux ou de malveillants de leur passé. Les détectives vérifient leurs contacts professionnels. Ils recherchent des conflits, des menaces, des procès. Rien. Pas de menaces dans les correspondances, pas de harcèlement, pas d'emails ou de messages conflictuels. Les filles ne savaient rien non plus. Les parents ne s'étaient jamais plaints de problèmes. Les amis proches confirment. Le couple était calme, paisible, pas querelleur. Il n'aimait pas les conflits. Cependant, un détail est révélé. Gary n'avait pas toujours été un vieil homme aimable. Il se montrait parfois impoli, surtout quand il s'agissait de sa propriété. En 2018, un incident s'est produit. Un pêcheur s'était installé sur la rive, près de leur propriété. Apparemment, une zone publique, sans interdiction. Mais Gary était sorti et avait commencé à crier. Il exigeait qu'il parte. L'homme avait refusé. Alors Gary l'avait poussé. Une bagarre avait éclaté. Un homme âgé, mais qui se battait comme un jeune. Le pêcheur avait porté plainte. Il avait obtenu une ordonnance restrictive contre Gary.
Gary devait se tenir à une distance d'au moins 100 mètres de lui. Ce fait refait surface plus tard dans l'affaire. La défense tentera de l'utiliser pour montrer que la victime n'était pas si innocente que ça. Maintenant, l'idylle est brisée. Wendy a à peine survécu à l'agression. Elle est en soins intensifs. Sa chambre est sous surveillance 24 heures sur 24. La femme a subi un traumatisme crânien important, 2 balles dans la tête. Le fait qu'elle soit toujours en vie est un miracle médical. Les médecins secouent la tête, ne comprenant pas comment c'est possible. Elle a dû tout réapprendre. Parler, tenir une cuillère, marcher. Chaque action simple est devenue une épreuve. Elle pleure d'impuissance. Elle ne peut pas se souvenir comment prononcer les mots. Sa langue ne lui obéit pas. Les physiothérapeutes travaillent avec elle chaque jour, lentement, avec patience. Pendant tout ce temps, des policiers la surveillent. 2 d'entre eux montent la garde dans le couloir par roulement. Ils craignent que le criminel ne revienne, pour éliminer la seule témoin, pour finir ce qu'il n'a pas réussi la première fois. Les enquêteurs attendent avec impatience que Wendy puisse parler, pour raconter qui c'était, le décrire, donner la moindre piste. Au début, c'est impossible. Elle ne peut même pas prononcer des mots simples. Elle ne fait que gémir, essayant d'expliquer quelque chose. Des larmes coulent sur ses joues, de frustration. Les détectives continuent de chercher des preuves par eux-mêmes, pendant qu'elle se rétablit. Le tueur n'a pratiquement laissé aucune trace. Des douilles, oui. Des vidéos de surveillance, oui. Rien d'autre. Aucune empreinte digitale, aucun cheveu, aucun ADN sur les lieux du crime. Un travail de professionnel ou juste de la chance? Les détectives commencent à analyser la vie du couple. Ils tentent de trouver un mobile dans leur relation d'affaires. Peut-être quelqu'un s'est-il senti lésé par une transaction, a perdu de l'argent, a décidé de se venger. Cette piste s'avère être une impasse. Tous les partenaires sont satisfaits de la collaboration. Toutes les transactions sont propres. Pas de combine louche. En novembre 2021, la police perquisitionne les maisons de tous les membres de la famille. Les filles acceptent volontairement. Toutes 2 veulent aider l'enquête. Elles veulent trouver celui qui a tué leur père et mutilé leur mère. Aucune preuve précieuse n'est trouvée. L'arme du crime n'est pas découverte. Les détectives se concentrent sur la recherche d'un pistolet de calibre 22. Ils vérifient les bases de données. Qui a acheté une telle arme dans le comté ces dernières années? La liste est énorme. Des centaines de noms. Ils vérifient chacun d'eux. Ils interrogent les propriétaires, demandent à voir l'arme, mènent des expertises balistiques. Rien. Aucune des armes vérifiées ne correspond aux douilles trouvées sur les lieux du crime. L'enquête piétine. 8 mois. Aucun progrès. Les détectives travaillent sur d'autres affaires, mais ne closent pas celle-ci. Elle reste en suspens. Elle pèse. Chaque jour, quelqu'un de l'équipe retourne au dossier, relit les témoignages, revoit les vidéos. Peut-être ont-ils manqué quelque chose? Pendant cette période, Wendy se rétablit, lentement mais sûrement. En hiver, elle peut déjà parler par phrases simples. Elle reconnaît ses filles. Elle se souvient de ce qui s'est passé. Mais elle est moins utile qu'espérée. Février 2022. La situation change, mais pas comme l'attendaient les enquêteurs. La fille aînée, Adriane, organise une conférence de presse. Pas officielle, pas de la part de la police, la sienne, chez elle. Elle ne compte pas rester les bras croisés à attendre que les détectives trouvent quelque chose.
Adriane se présente devant les journalistes, le visage exténué, des cernes sous les yeux. Elle ne dort presque pas depuis des mois. Ce qui la préoccupe le plus, c'est l'état de sa mère. Wendy est inconsolable. Elle pleure tous les jours. Elle ne veut pas manger. Elle dit qu'elle ne voit plus l'intérêt de vivre. Adriane craint que sa mère ne tente de se faire du mal. La fille est certaine. La résolution de l'affaire aidera sa mère à s'en sortir. Cela lui apportera une forme de clôture, un certain sens à tout ce cauchemar. Lors de la conférence de presse, Adriane répète les faits principaux. Elle raconte ce qui est déjà connu, mais à la fin, elle fait une déclaration qui attire l'attention. Une récompense, 150 000 $ en espèces, à quiconque fournira des informations menant à l'arrestation du criminel. C'est une somme considérable. Les médias reprennent la nouvelle. L'histoire est diffusée dans les journaux nationaux. La vidéo de la silhouette masquée est diffusée sur toutes les chaînes. À ce moment-là, Wendy peut déjà parler pleinement. Physiquement, elle s'est presque rétablie, du moins en apparence. Elle marche seule, mange seule, parle presque normalement. Seulement, elle confond parfois les mots. Psychologiquement, elle est brisée. Elle ne peut pas dormir sans somnifère. Elle se réveille en sueur froide. Chaque bruit dans la maison la fait sursauter. Les détectives peuvent enfin l'interroger. L'entretien a lieu chez Adriane. Wendy a emménagé chez sa fille aînée. Elle a peur de rester seule. Elle a peur de retourner à la maison au bord du lac. Le détective est assis en face. Il allume l'enregistreur. Il parle doucement, avec précaution. Il comprend que la femme est traumatisée. Wendy raconte. Sa voix est basse, entrecoupée. Elle s'arrête souvent, regarde par la fenêtre, puis continue. L'agression s'est produite alors qu'elle s'était assoupie. Gary et elle regardaient la télévision, une émission quelconque. Elle ne se souvient plus laquelle. Ses yeux se fermaient. La journée avait été longue et épuisante. Puis, une explosion, un claquement fort près de son oreille. La douleur, aiguë, aveuglante. Elle sursauta, ne comprenant pas ce qui se passait. Le sang coulait sur son visage, chaud, collant. Instinctivement, elle courut vers la salle de bain. Elle n'avait pas vu l'agresseur. Elle ne s'était même pas retournée. Elle courait, c'est tout. Elle s'enferma dans la salle de bain. Elle tenta de verrouiller la porte, mais ses mains ne lui obéissaient pas. Une deuxième balle, encore un claquement, encore de la douleur. Puis, rien. L'obscurité. Elle se réveilla parce que le chien lui léchait le visage. Leur vieux labrador. Il gémissait, il la poussait du nez. Tout était fini. Le silence. Le criminel n'était plus là. Elle était allongée sur le carrelage froid de la salle de bain. Du sang partout. La seule chose qu'elle put faire fut d'atteindre le téléphone, de composer le 911. Elle essaya de parler, mais sa voix ne fonctionnait pas, seulement des râles. Le détective écoute, prend des notes, puis pose des questions. « Avez-vous vu l'agresseur ? » « Non. »« Avez-vous entendu sa voix ? » « Non. »« Peut-être une odeur ? Eau de Cologne ? Cigarette ? » « Non. Je ne me souviens de rien. » « Combien y avait-il d'agresseurs ? Un ou plusieurs ? Je ne sais pas. Je pense un. 1 mois et demi en soins intensifs, puis une longue rééducation. Médecin, physiothérapeute, psychologue. Chaque jour, un combat. Même après cela, la femme ne se souvint de rien de nouveau. Les trous de mémoire persistèrent. Le cerveau se protégeait, effaçant les souvenirs traumatisants. Maintenant, Wendy vit dans la peur. Elle est consciente qu'elle est en danger. Le criminel sait qu'elle a survécu. Il pourrait revenir, finir le travail. L'incertitude pèse constamment.
Qui était-ce? Pourquoi? Pourquoi faire? Elle n'avait aucune idée de qui aurait pu vouloir leur mort. Ils n'avaient pas d'ennemis. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les enquêteurs espéraient que l'amnésie disparaîtrait, que la mémoire reviendrait, que Wendy se souviendrait d'un détail quelconque, une voix, une silhouette, n'importe quoi. Cela n'arriva pas. 1 an après l'agression, en juin 2022, Wendy mit volontairement fin à ses jours. Elle prit une overdose de somnifères. Elle laissa une note, courte, quelques lignes seulement. « Je n'en peux plus. Pardonne-moi. Je veux être avec Gary. » Sa fille aînée la trouva le matin, trop tard. Selon Adrien, sa mère n'avait tout simplement pas pu faire face à la perte. 45 ans ensemble, et soudain, tu es seul. Ton mari est tué. Ta vie est brisée. La peur chaque nuit. C'était trop. Après la mort de Wendy, Erin et Adrien déménagent dans la maison du lac. Les jeunes femmes héritent de tous les biens de leurs parents. La maison, l'entreprise, les comptes. 23 millions de dollars au total. Mais l'argent n'apporte aucun soulagement. Elles continuent de lutter pour la justice. Elles veulent trouver le meurtrier. Elles veulent qu'il rende des comptes. Malgré les efforts, aucun progrès. Pendant près de 2 ans, l'enquête piétine. Les détectives travaillent sur d'autres affaires. Ce dossier se refroidit. Ce n'est que le 21 avril 2023 que le bureau du shérif du comté fournit de nouveaux détails au grand public. Mais même à ce moment-là, le criminel n'est pas encore arrêté. Les forces de l'ordre viennent tout juste d'obtenir des pistes, les premières réelles de toute l'enquête. 5 juin 2023, exactement 2 ans après le meurtre. Une date symbolique. Adriane se rend à la police avec une déclaration choquante. Elle affirme que sa sœur cadette, Erin, et son mari, Dan, sont responsables de la mort de leurs parents, qu'ils ont planifié le meurtre, qu'ils voulaient s'emparer de l'héritage. Erin Sarafini est mariée à Dan Sarafini, un nom de famille assez connu, une ancienne star de la Ligue majeure de baseball. L'homme avait fait carrière dans ce sport. Il avait joué pour plusieurs équipes américaines, puis il avait joué au Mexique. Il gagnait bien sa vie. Il était reconnaissable. En 2013, il avait définitivement mis fin à sa carrière. Après cela, il avait fondé une académie de baseball pour enfants. Il possédait également un bar, The Oak Tavern, une entreprise commune avec sa femme, à l'instar de ses beaux-parents. 2 fils étaient nés de leur mariage. La famille semblait prospère. Grande maison, voiture, vacances. Maintenant, Adriane a intenté une action en justice. Elle y affirme qu'Erin et Dan ont manipulé leur mère, qu'ils l'ont poussée au suicide après n'avoir pas réussi à la tuer la première fois. Et avant sa mort, Wendy avait modifié son testament. Elle avait déshérité sa fille cadette. Selon la sœur aînée, tout était à cause de l'argent. 23 millions de dollars et des parts immobilières. Erin voulait convaincre sa mère de faire d'elle l'unique héritière, écarter sa sœur, tout prendre. Ensuite, quand cela n'avait pas fonctionné, elle avait tenté de rétablir les conditions initiales du testament, où l'héritage était partagé à parts égales. Finalement, Erin n'a pas reçu 1 centime. Tout est allé à Adrien. Adrien avait alors un petit ami, avec un casier judiciaire pour vol. La police l'a d'abord interrogé, mais il avait un alibi en béton. Il était au travail, des dizaines de témoins. Il a été immédiatement écarté. Les détectives se penchent sur le procès. Ils l'étudient, ils creusent. Le résultat est inattendu. 4 mois plus tard, le 20 octobre 2023, ce n'est pas Erin qui est arrêté. Daniel Sarafini, 49 ans, est arrêté, et Samantha Scott, 33 ans. Samantha Scott. Ce personnage est nouveau dans l'affaire.
Mais elle était connue de tous. Des défunts, des filles, des petits-enfants. Depuis des années. L'arrestation a lieu tôt le matin. Une équipe tactique fait irruption dans la maison de Dan à Winnimac, Nevada. L'homme dort. On le réveille. On lui lit ses droits. Il reste silencieux, le visage de pierre. Samantha est arrêtée plus tard. On la localise à Las Vegas. Elle travaille dans l'un des hôtels. Quand les agents l'approchent, elle pâlit, mais ne résiste pas. Les accusations sont graves. Meurtre, tentative de meurtre, vol avec effraction au premier degré. Daniel est également accusé de maltraitance d'enfants. Il était en embuscade dans la maison de ses beaux-parents avec ses propres fils. Les enfants étaient là, dans la voiture. Ils attendaient leur père, ne sachant pas ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Quand les coups de feu ont retenti, ils les ont peut-être entendus. Cela les a exposés à un danger psychologique. Adriane est sous le choc. Elle connaissait Dan depuis des années. Ses parents le traitaient comme leur propre fils. Ils l'aidaient financièrement, le soutenaient, lui donnaient des conseils. Et lui? Erin perçoit les nouvelles différemment, sceptiquement. Elle ne croit pas. Elle continue d'insister sur l'innocence de son mari. C'est une erreur, ou un coup monté, ou n'importe quoi, sauf la vérité. Erin pense que la police a trouvé un bouc émissaire, que la pression publique les a forcés à arrêter quelqu'un, n'importe qui, et ils ont choisi Dan. Les sœurs ne sont d'accord que sur un point. Elles sont toutes deux choquées par l'arrestation de Samantha Scott, la nounou, l'amie de la famille. Personne ne s'y attendait. Dan Sarafini était connu, pas une superstar, mais connu. Un lanceur gaucher avec une bonne vitesse de lancer. Il a joué pour plusieurs équipes, les Expos de Montréal, puis les Mariners de Seattle, puis le Mexique. Sa carrière se déroulait plutôt bien, jusqu'en 2008. Puis, un scandale éclata. Stéroïdes. Dan fut pris lors d'un test antidopage. Une tempête éclata. L'équipe rompit son contrat immédiatement. D'autres équipes de la Ligue majeure refusèrent de le prendre. Sa réputation s'effondra en quelques semaines. Au cours de sa carrière, il avait gagné environ 14 millions de dollars. Une jolie somme. Mais il en perdit la majeure partie lors de son divorce avec sa première femme. Elle demanda le divorce immédiatement après le scandale. Elle ne voulait pas être associée à un tricheur. Le tribunal lui donna raison. Dan céda la moitié de sa fortune, plus une pension alimentaire pour ses 2 fils de son premier mariage. En 2012, il se remaria avec Erin. Jeune, belle, elle travaillait comme entraîneuse d'équitation. Elle gagnait peu, mais aimait son travail. Le couple s'installa à Reno, Nevada. Ils achetèrent une immense maison, 5 chambres, une piscine, un garage pour 3 voitures, valeur plus d'1 million de dollars. Puis Dan commença à investir. Il ouvrit une académie de baseball. Il plaça de l'argent dans plusieurs start-up. Tout a échoué. L'académie ne générait pas de profit, trop de concurrents. En 2015, il s'est retrouvé en faillite. Toutes ses économies avaient été dépensées. 300 000 dollars de dettes. Les créanciers l'appelaient tous les jours. Ils le menaçaient de poursuites judiciaires. Pour ouvrir un bar, il a dû aller voir les parents de sa femme, demander un prêt. Humiliant, mais il n'avait pas le choix. Gary et Wendy lui ont donné 240 000 dollars. Pas comme un prêt, comme un cadeau. Ils aimaient leur gendre, ils voulaient l'aider. Le bar a ouvert, la taverne du Chêne. Il fonctionnait plutôt bien. Mais ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes les dettes. Dan a trouvé un second emploi, une mine d'or, un travail physique, difficile, surtout pour un ancien athlète. Mais c'était bien payé.
Même cela n'aidait pas. Les dettes s'accumulaient. Ses habitudes de dépenses restaient les mêmes. Dan avait l'habitude de beaucoup dépenser. Restaurants, vêtements, gadgets. Il ne pouvait pas s'arrêter. Erin le soutenait en tout. Elle disait que tout irait mieux, qu'ils s'en sortiraient ensemble. Mais au fond d'elle, elle comprenait probablement. Il ne s'en sortirait pas. Pendant cette période, Dan a changé. Il est devenu irritable, agressif. Les employés du bar racontaient que le patron avait commencé à s'en prendre à eux. Il criait, parfois il les poussait. Cela n'arrivait pas avant. Erin voyait ce qu'il était et ce qu'il était devenu. Mais elle continuait à l'aimer, ou elle faisait semblant. La famille continuait à mener son train de vie habituel. Vacances, achats, divertissements, comme s'ils avaient beaucoup d'argent, alors qu'ils n'en avaient pas. Adrien observait cela de l'extérieur. Elle était perplexe. Comment pouvait-on vivre ainsi, endetté jusqu'au cou, mais avec le sourire? Elle soupçonnait que sa sœur était impliquée dans quelque chose de louche. Erin défendait son mari avec trop d'insistance. Samantha Scott est apparue dans la vie de la famille Sarafini il y a quelques années. Jeune, attrayante, cheveux blonds, yeux bleus, souriante. Elle s'est adressée à Erin pour des leçons d'équitation. Elle voulait apprendre. Erin a accepté. Elle a donné plusieurs cours. Elles sont devenues amies. Il s'est avéré que Samantha faisait parfois du babysitting. Elle gardait les enfants de connaissances. Erin lui a proposé un emploi. Ils avaient 2 jeunes fils. Ils avaient besoin d'aide. Samantha a accepté. Elle a commencé à venir plusieurs fois par semaine. Elle allait chercher les enfants à l'école, les nourrissait, jouait avec eux, les couchait. Les enfants l'aimaient. Elle était joyeuse, gentille. Elle inventait des jeux. Elle lisait des contes de fées avec différentes voix. Quand Samantha est arrivée pour la première fois chez les Sarafini, Daniel l'a tout de suite remarqué. Il a posé son regard sur elle un peu plus longtemps que nécessaire. Puis il a commencé à chercher des prétextes pour lui parler. Il lui demandait comment elle allait. Il plaisantait. Il lui racontait ses problèmes, combien c'était difficile, dettes, travail, stress. Il se plaignait de ne pas être heureux en mariage. Il disait qu'il ne voulait plus d'enfants. Il en avait déjà 2 de son premier mariage. C'était suffisant. Mais Erin a insisté. 2 autres sont nés. Maintenant, il se sentait piégé. Il continuait à vivre avec sa femme uniquement pour les enfants, mais il prévoyait de divorcer dès qu'il serait grand. Samantha écoutait. Elle compatissait, jeune, naïve. Elle s'est laissée toucher par sa situation difficile. Elle s'est sentie spéciale, car il lui faisait confiance. Ainsi a commencé la liaison, secrète. Rencontres dans des hôtels, messages qui étaient immédiatement supprimés, des mensonges. Lorsque Samantha a été arrêtée, elle a tout nié. Elle disait qu'elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait, qu'elle n'était qu'une nounou, une amie de la famille, rien de plus. Au début, même les sœurs ne croyaient pas en sa culpabilité. Adrian connaissait Samantha depuis des années, elle lui faisait confiance. Samantha venait régulièrement voir Wendy quand celle-ci se rétablissait. Elle la soutenait, lui apportait des fleurs, s'asseyait à côté d'elle, lui tenant la main. Comment aurait-on pu la soupçonner? Mais son rôle devait encore être mis en lumière, et cela s'est avéré pire que ce que quiconque aurait pu imaginer. L'enquête approchait de son point culminant. Le parquet préparait l'épreuve depuis des mois. Établissait une chronologie. Recueillait des témoignages. Dan devait comparaître en premier devant le jury, Samantha plus tard. Les audiences préliminaires ont eu lieu en octobre 2023. La salle d'audience était bondée de journalistes, caméras, flashs. L'affaire avait attiré l'attention de tout le pays.
Le procureur se lève. Il explique comment ils ont réussi à prouver la culpabilité, pièce sa conviction, témoins, chronologie. Les témoignages ont joué un rôle majeur. Un des collègues de Dan, un ouvrier de la mine, l'a identifié sur l'enregistrement vidéo. Il l'a reconnu à sa démarche, spécifique. Dan traînait légèrement la jambe droite, une blessure contractée au fil de ses années de carrière sportive, permanente. L'ouvrier a dit « J'ai tout de suite compris que c'était lui, à sa façon de marcher. C'est impossible de se tromper. » D'autres témoins ont été trouvés. Des gens qui avaient entendu Dan propager de mauvaises rumeurs sur son beau-père et sa belle-mère. Il disait que c'étaient de mauvaises personnes, qu'il maltraitait les petits-enfants, qu'il les battait, qu'il les affamait quand les enfants restaient avec eux le week-end. Personne n'y croyait. Gary et Wendy étaient des grands-parents aimants, tout le monde le savait. Mais Dan répétait cette histoire encore et encore, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Plusieurs années avant le meurtre, il avait cherché un tueur à gages. Il avait contacté plusieurs hommes. Il disait clairement « J'ai besoin de me débarrasser de 2 personnes. Je paierai 20 000 $. Ces hommes avaient des problèmes avec la justice. Dan pensait qu'ils accepteraient, mais tous ont refusé. Certains se sont moqués, d'autres lui ont conseillé de ne pas dire n'importe quoi. 1 mois seulement avant le meurtre, son humeur a changé. Il a cessé de chercher un exécutant. Maintenant, il disait « Je vais le faire moi-même, de mes propres mains ». Personne n'a contacté la police. Tout le monde a cru qu'il plaisantait, ou qu'il parlait sous le coup de l'émotion. Dan avait toujours été colérique. Il aimait l'humour noir. Personne n'a pris cela au sérieux. Une grave erreur. Le procureur a reconstitué la chronologie des événements. Il a montré une carte, une ligne temporelle. Le 4 juin 2021, Daniel et Samantha séjournent dans un hôtel à Welk, Nevada, une petite ville, à moins d'1 kilomètre de la mine d'or où Dan travaillait. Ils réservent une chambre pour une nuit, s'enregistrent sous leur nom, rien de suspect. Le 5 juin, le matin, leurs voitures sont détectées par des caméras dans les environs de la mine. Dan arrive au travail, il pointe, travaille quelques heures, puis part. Il dit qu'il ne se sent pas bien. Vers 17 h, sa voiture disparaît du parking. À 17 h 30, une silhouette en sweat à capuche apparaît sur l'enregistrement, près de la maison au bord du lac. Samantha avait initialement affirmé être restée à l'hôtel toute la journée. Elle attendait Dan. Ils voulaient passer du temps ensemble, à l'insu d'Erin. Son histoire semblait plausible. Même la géolocalisation du téléphone portable le confirmait. Le téléphone était à l'hôtel. Mais Samantha a commis une erreur. Une Subaru exactement identique à sa voiture a été aperçue près de la maison au bord du lac, sans plaque d'immatriculation, moins d'1 heure avant l'attaque. Les détectives ont vérifié la géolocalisation de la voiture, pas du téléphone, mais de la voiture. Les voitures modernes transmettent des données aux constructeurs, Subaru aussi. Les données ont montré la voiture de Samantha se trouvait près du lieu du crime au moment de la fusillade. Elle avait menti. Selon l'enquête, elle avait déposé Dan, l'avait attendu à proximité, puis l'avait récupéré après le meurtre. La tactique de la défense est devenue évidente lors des audiences préliminaires. L'avocat prévoyait de convaincre le jury, Wendy et Gary étaient des personnes cruelles. Des manipulateurs. Ils avaient opprimé leur gendre pendant des années. Ils l'avaient poussé au désespoir. Comme preuve, une ordonnance restrictive de 2018. L'histoire avec le pêcheur. Elle montrait que Gary était agressif. La défense comptait également rejeter la faute sur Adrienne, sous prétexte qu'elle aurait accusé sa sœur et son beau-frère pour s'approprier tout l'héritage. Elle avait un petit ami à problème. Peut-être était-il impliqué ? Mais l'alibi du petit ami était en béton. Il a été écarté immédiatement. Une lutte acharnée était à prévoir dans la salle d'audience. Après Dan, Samantha devait être jugée. Mais en février 2025, tout a changé.